J'avais 15 ans, j'avais ma première petite amie. On vivait dans un quartier huppé, avec des rues très calmes et paisibles. Ma petite amie, Casey, habitait à 2 pâtés de maison, donc je pouvais aller chez elle presque tous les soirs à pied. Un jeudi soir pendant les vacances, quand je n'avais rien à faire, j'ai commencé ma marche vers la maison de Casey. C'était tard dans la nuit, mais je n'avais pas vraiment d'heure de retour, donc ça n'avait pas d'importance. Mais très vite, j'ai commencé à entendre des bruits autour de moi, et quand je dis autour de moi, je veux dire surtout derrière moi. La première fois que je l'ai entendu, c'était le bruit d'un buisson qui remuait un peu. Je n'ai tourné la tête que pendant une seconde sans m'arrêter, je me suis juste mis à marcher un peu plus vite. Quand j'ai atteint le pâté de maison suivant, j'ai entendu un autre bruit, une brindille ou un petit bâton qui craque. Cette fois, je me suis arrêté et j'ai fait demi-tour. Tout ce que j'ai vu, était la rue vide et les buissons alignés le long de chaque propriété pour séparer les trottoirs des terrains. En gros, à côté de la rue, il y avait un mur de buissons et je n'ai vu personne ni rien qui pouvait faire ces bruits bizarres. J'ai accéléré encore plus le pas et j'arrivais presque à la maison de Casey. Bien sûr, il y a eu un autre bruit, cette fois plus comme des pas rapides et légers. Je me suis retourné sans m'arrêter. Personne. Rien. Je pouvais voir la maison de Casey maintenant. Je l'ai appelée et elle a décroché tout de suite. Je lui ai dit à quel point J était flippé parce que J entendait sans cesse des bruits. J'ai contourné les buissons autour de son allée et je suis entré sur sa propriété. J'ai remarqué qu'elle regardait par la fenêtre de sa chambre à l'étage. Elle m'a fait signe depuis la fenêtre tout en restant au téléphone et je lui ai fait signe en retour. Puis elle m'a demandé « C'est qui ce type juste derrière toi ?» Je me suis retourné immédiatement et j'ai vu un homme adulte accroupi qui marchait à environ 3 mètres derrière moi. J'ai hurlé et j'ai couru vers la porte en tambourinant dessus. L'homme a attrapé et a essayé de me mettre dans une sorte de prise de tête, mais il m'a lâché et s'est enfui très vite. La mère de Casey a ouvert la porte avec un air affolé. Elle m'a fait entrer et a claqué la porte. Casey est accouru. J était essoufflé et J avait l'impression que mon cœur battait à 1000 à l'heure. La mère de Casey m'a serré dans ses bras, m'a posé quelques questions, puis a appelé la police pour signaler un homme dangereux qui rôdait en ville. La mère de Casey m'a laissé dormir chez elle cette nuit-là pour des raisons évidentes et elle m'a ramené chez moi le lendemain. Musique. C'était une nuit d'orage dangereuse. Tout le monde dans ma famille faisait ses propres activités. J'étais dans ma chambre en train de regarder la télé, mes parents étaient dans le salon en train de regarder une émission de comédie et ma sœur jouait à des jeux vidéo à l'étage. J aimait de habitude les nuits, orages comme celle-là, parce que elle me relaxait. J était détendu jusque à ce que il y ait un bang monstrueux contre ma fenêtre. Je me suis levé d'un bond et j'ai regardé dehors. Il y avait quelqu'un à ma fenêtre, mais la forte pluie qui coulait sur la vitre brouillait son visage. Il a commencé à marteler ma fenêtre, on aurait dit qu'il criait à l'aide. J'ai ouvert la fenêtre juste d'1 centimètre et il a hurlé « Aidez-moi, je suis blessé !» La pluie était si forte que J ai dû lui crier de venir à elle, avant de la maison. Puis, j'ai refermé la fenêtre. Je suis sorti en courant dans le salon pour dire à mon père qu'il y avait un homme dehors qui semblait en détresse et criait à elle « Aide !» Puis sont venus les coups et les cris à l'aide à notre porte d'entrée. Mon père était sur le point d'ouvrir la porte, mais je l'ai arrêté. Je lui ai dit « Attends !» parce que je n'étais pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est alors que le téléphone a sonné, et à la télé, l'identifiant de l'appelant affichait notre voisin d'à côté. Mon père a couru pour décrocher, et quand j'ai entendu dire « Putain, non !» j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il a raccroché et a dit « Éloignez-vous de la porte ». Il n'a pas expliqué pourquoi. Il est juste allé à la fenêtre pour jeter un œil au perron. Et là que, il a dit avoir vu un type accroupi qui frappait à la porte en tenant un gros outil coupant. Mon père a crié à travers la porte « Al, homme de partir » avant que les flics arrivent, puis il a vraiment appelé la police. Finalement, l'homme dehors a abandonné et a disparu. La fois suivante où nous avons vérifié, quand mon père était au téléphone avec le voisin, celui-ci lui a dit qu'il avait vu un type qui ressemblait à un sans-abri fouiller dans son hangar et en sortir avec une grande hache à abattre. Les flics ont trouvé le fou errant dans les rues
et ça a fait la une du journal quelques jours plus tard. Musique. Une nuit, quand j'étais vraiment petit, j'étais dans le salon en train de regarder mon dessin animé préféré. J'avais mis la télé assez fort, mais j'ai cru entendre ma mère m'appeler depuis le sous-sol. J'ai répondu « Quoi ?» Elle n'a pas répondu, donc je suppose qu'elle ne m'avait pas entendu. J'ai entendu qu'elle m'appelait encore, alors je suis descendu au sous-sol. Les lumières étaient éteintes, donc à mi-chemin, j'ai appelé ma mère. Elle n'a pas répondu. Je ne savais pas d'où elle pouvait m'appeler, mais une chose était sûre, elle n'était pas au sous-sol. J'ai commencé à remonter les escaliers, mais avant même d'atteindre la dernière marche, j'ai entendu la voix de ma mère encore une fois, depuis le sous-sol qui m'appelait par mon nom. J'ai regardé dans l'obscurité totale. Je suis remonté en courant jusqu'en haut. J'ai allumé les lumières, et je suis redescendu à mi-chemin en jetant un œil dans le sous-sol. Je n'ai vu ma mère nulle part en bas. Soudain, j'ai ressenti une énorme vague d'horreur. Je suis remonté les escaliers, en pleurant, en appelant ma mère. Elle est descendue en courant de l'm étage, et je lui ai dit en pleurant qu'il y avait quelque chose en bas qui m'appelait, et qui ressemblait exactement à sa voix. Elle m'a juré qu'elle ne m'avait pas appelé. Elle est descendue au sous-sol pour vérifier et me rassurer, mais je ne me sentais pas mieux. Je suis sûr qu'elle ne me croyait pas. Pourquoi l'aurait-elle fait? J'étais un petit enfant, mais je sais encore aujourd'hui ce que j'ai entendu. Mon grand-père m'a récemment raconté une histoire. C'était au sujet d'une nuit où il promenait son chien. Il avait un petit Boston Terrier nommé Chéri, qu'il avait appelé comme un vieil ami décédé. Mon grand-père vit à 2 heures de chez nous, dans une ferme, et il ne se passe pas grand-chose là-bas. Il vit avec sa femme, Mary Ann, qu'il a épousée il y a environ 15 ans. Tous les jours, Mary Ann promenait Chéri le matin et mon grand-père le soir. Lors d'une promenade habituelle au coucher du soleil, mon grand-père marchait avec Chéri sur le sentier de terre habituel qui longeait les bois à côté de leur propriété. Mon grand-père a croisé une autre personne sur le sentier. Chéri a instinctivement aboyé et tiré vers elle, comme la plupart des chiens le font avec les inconnus. Mon grand-père a dit bonjour à l'inconnu qui avait une grande capuche relevée, mais l'inconnu est passé sans même le regarder. Donc lui et le chien ont continué à marcher. Chéri n'arrêtait pas de regarder en arrière de temps en temps et d'aboyer, mais mon grand-père la faisait taire et tirait sur la laisse pour qu'elle continue. Finalement, mon grand-père s'est retourné pour voir ce que Chéri pouvait aboyer. Elle, inconnue qu'il avait croisé quelques minutes plus tôt, le suivait en se cachant derrière un arbre à quelques mètres. Mon grand-père a décidé d'accélérer le pas aussi vite que possible, à son âge avancé. Il porte toujours du gaz poivre dans la poche de son gros manteau au cas où. Il se rapprochait de la maison quand soudain il a entendu des craquements dans les feuilles au sol, à quelques centimètres derrière lui. Mais avant qu'il puisse se retourner, il a senti la chaleur d'un gant couvrir sa bouche et son nez, l'empêchant de crier ou de respirer. Mon grand-père dit qu'il entendait Chéri aboyer et mordre l'inconnu, ce qui a peut-être aidé à desserrer un peu la prise de l'homme. Mon grand-père dit qu'il a lutté pour sortir le gaz poivre de sa poche, mais quand il y est arrivé, il a vaporisé au moins 10 fois et a continué même après que elle, ait lâché et ait commencé à hurler. Mon grand-père a couru aussi vite qu'il pouvait pour rentrer chez lui. Il allait parfaitement bien. J'ai grandi en Californie pendant les 14 premières années de ma vie. Notre quartier n'était pas le meilleur, surtout parce que c'était une zone connue pour abriter les Crips. Si vous ne savez pas, les Crips sont membres d'un des plus grands gangs de rue de Los Angeles. Mon meilleur ami, que j'appelais toujours Stevie D, habitait 2 maisons plus loin. On avait d'autres amis, bien sûr, mais on traînait souvent juste tous les deux. On faisait généralement du vélo ensemble dans le quartier où on jouait aux jeux vidéo, des trucs de gosses basiques. Quand on avait 12 ans, on faisait du vélo dans le quartier une nuit et on a décidé de visiter une maison abandonnée bien connue. Elle était inhabitée depuis des années parce que personne ne voulait l'acheter pour une raison ou une autre. Quand on est arrivé à vélo devant la maison, Stevie a pointé la fenêtre et a dit « Regarde ». J'ai poussé mon vélo un peu plus près de la fenêtre et j'ai fixé mon regard dessus. Je pouvais voir quelqu'un qui regardait par la fenêtre. Je ne pouvais pas dire s'il nous regardait ou non, mais c'était définitivement un visage humain entre les rideaux. C'était extrêmement étrange, vu que l'endroit était abandonné depuis des années. On a fixé plus longtemps qu'on aurait dû peut-être, et on a remarqué autre chose d'étrange.
La personne ne bougeait pas du tout son visage. On s'est approché un peu plus sur l'allée vide. En se rapprochant, ça ressemblait à une décoration d'Halloween ou quelque chose comme une fausse tête. Ça voulait dire que quelqu'un s'était introduit dans la maison pour la mettre là. Stevie D et moi, étant des gosses espiègles comme on l'était, on a eu l'idée de S, infiltré par les arrière pour explorer les endroits. On a caché nos vélos sur le côté de la maison derrière un buisson envahi par la végétation, puis on s'est faufilé dans la cour. À notre surprise, la porte arrière était déjà déverrouillée. Mais en y repensant, ce N n'était pas si surprenant vu que quelqu'un semblait déjà être entré pour mettre cette fausse tête. On est entré dans la maison, mais on ne voulait pas allumer les lumières et révéler qu'on était là. Il faisait noir dedans, mais pas complètement noir, donc on pouvait se déplacer. On est allé de tac à bord au salon parce que on voulait vérifier cette fausse tête à la fenêtre. Ça puait vraiment dans cette pièce. J ai pris la tête sur le rebord de la fenêtre et je l'ai immédiatement lâchée en hurlant. Je l'ai lâchée non pas parce qu'elle était étonnamment lourde, mais parce qu'elle avait aussi la sensation de peau réelle. J'ai vu un liquide sombre couler du bas de la tête, qui était maintenant par terre. C'était du sang. C'était une vraie tête humaine. Il y avait 2 craquements au plafond, au-dessus de nous. Stevie et moi, on s'est regardé la bouche grande ouverte. On a couru vers la porte arrière, on a repris nos vélos et on s'est barré de là. Tout le monde dans notre quartier a vite su que la tête appartenait à une victime des Crips qui, elle, avait apparemment placé là comme un message. Je ne pense pas que quelqu'un connaissait toute l'histoire, mais il y avait de fortes chances que celui qui avait mis cette tête-là soit encore dans la maison. Parce que Stevie et moi, on avait tous les deux entendu des craquements au plafond, au-dessus de nous, comme si quelqu'un descendait les escaliers. L'année dernière, un type est venu frapper à la porte de ma maison vers 21h. Il a frappé, alors j'ai appelé ma mère et elle est sortie voir qui c'était. D'ailleurs, on vit dans une zone rurale, donc les visites comme ça sont extrêmement rares et étranges. Le type a parlé à ma mère de l'ouverture d'une entreprise, lui a demandé si elle aimait les produits fabriqués en Amérique, puis lui a donné un contenant de Javel comme échantillon. Il est retourné à son monospace et l'a ouvert pour prendre un soi-disant aspirateur. Quand ma mère a vu un autre homme assis à l'intérieur, elle m'a dit de courir chercher mon téléphone. On n'a pas de ligne fixe. Je ne l'ai pas trouvé, alors j'ai pris mon couteau et je me suis posté au coin. Elle a jeté le contenant dehors et leur a dit de dégager de sa propriété, en ajoutant qu'elle appelait les flics. Ils ont filé de l'allée et on n'a plus jamais vu la voiture. J'ai toujours été un fan de sports extrêmes depuis petit. Escalade, parasailing, plongée sous-marine. Mais j'étais surtout un skieur passionné. J'allais skier dans le nord de l'État au moins 10 fois par saison, parfois avec des amis, parfois seul. Mon ami Hugues a accepté de venir camper avec moi dans le nord pour faire du ski en hors-piste, c'est-à-dire skier dans des zones non marquées ou non surveillées en dehors des limites des stations. Était 3 heures de route, plus pas mal de tout-terrain pour arriver là où étaient les collines. J ai garé mon camion au Badé, une zone qui avait l'air pas mal avec plein de collines, mais je me suis aussi arrêté là parce que je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin à cause des arbres. Et Mudge et moi, on a déchargé l'arrière de mon camion de tout notre matos, y compris le matériel de ski et de camping. Puis on a randonné environ 400 mètres, ce qui était un boulot incroyable avec tout ce qu'on portait. On a trouvé un endroit parfait pour monter le camp juste au bas une montée et dans une petite clairière entre les arbres. Monter la tente, déballer les sacs de couchage et le reste était la priorité. Une fois que c'était fait, on a commencé à randonner dans la colline pour repérer le coin. On a pas mal randonné, mais on a aussi beaucoup skié. À un moment, Hugues et moi, on s'est perdus en skiant dans une grosse colline. J'ai supposé qu'on se retrouverait en bas ou que je le trouverais éventuellement. J'ai vérifié le talkie-walkie pour voir s'il répondait, mais non. Ce qui voulait dire qu'il était probablement encore en descente. À un moment, en marchant avec mes skis au bas de la colline, je suis tombé sur quelqu'un, un autre skieur. Il avait l'air très amical sous son masque de ski. Il me demandait où étaient les meilleures pistes, si on campait, etc. Il avait ses skis attachés à son sac à dos orange. J'ai pointé la colline que je venais de skier et aussi la direction de notre camp. Il a dit qu'il cherchait avec sa femme un bon endroit pour camper près des autres gens et Mare a demandé si je pouvais le guider jusqu'à notre camp.
Même si je n'avais vraiment pas envie de remonter tout là-haut, je me suis dit que je devais être un bon samaritain et aider cet homme et sa femme. J est sorti mon talkie-walkie et J est parlé dans le haut-parleur à Hugues pour lui dire que je remontais au camp un moment. J est commencé à guider Elite homme qui était derrière moi quand soudain J ait eu des parasites de L. Autre côté du talkie-walkie. On aurait dit que quelqu'un, probablement Hugues, essayait de me parler, mais la connexion était pourrie. Rien à faire sauf revenir à la colline après. Ça a pris pas mal de randonnées et de petites conversations avec le homme à Vendée, arrivé au camp. Je me suis retourné vers lui et j'ai souri sous mon masque de ski, ce que j'ai réalisé immédiatement être inutile. Il avait l'air très reconnaissant pour lui et sa femme. Je lui ai enfin demandé « Et votre femme, elle est où ?» Il n'a pas répondu. Il a commencé à s'approcher de moi. Au début, je n'y ai pas pensé, mais pour une raison quelconque, quelque chose dans ses skis et son sac à dos M a frappé. Étaient ceux de Hugues. Pendant une fraction de seconde, j'ai pensé « C'est Hugues ? Il me fait une blague ?» Mais ce n'était pas possible. La voix était trop différente. Elle, homme, était à quelques mètres de moi maintenant, et il accélérait le pas d'une manière plus intimidante. J est paniqué, et je me suis jeté dans la tente pour fouiller mon sac à la recherche de mon pistolet de fusée éclairante. L'homme a attrapé ma jambe qui dépassait de la tente, et j'ai ressenti une piqûre intense et aiguë dans la jambe, comme un choc électrique sévère suivi d'une sensation de brûlure. J'ai hurlé de douleur en parvenant juste à sortir le pistolet de fusée, écarter la porte de la tente et viser l'homme. Il a immédiatement reculé les mains en l'air. Et c'est là que j'ai remarqué le couteau enfoncé profondément dans ma jambe. Je lui ai ordonné de me dire où était mon ami. Il a répondu vite, près du bas de la colline, là où je l'ai trouvé. Je lui ai dit de rester immobile pendant que J appelait le 911 pour demander un sauvetage immédiat. Mais l'homme s'est enfui facilement pendant que j'étais au téléphone. Je n'ai pas pu faire grand-chose avec un seul tir de fusée éclairante. J avait l'impression de attendre éternellement dans le froid avec ma jambe qui saignait jusque à ce que le bruit rassurant d'un hélicoptère de secours passe au-dessus et que je tire ma fusée. Je n'arrive pas à croire qu'on m'a vraiment récupéré en hélicoptère, ce qui m'a aidé à localiser mon ami allongé inconscient dans la neige au milieu de la colline. Il avait aussi été poignardé 2 fois à la jambe puis volé. Il avait essayé de me parler par talkie-walkie pendant qu'il perdait conscience, mais la connexion était mauvaise. On est tous les deux allés à l'hôpital, mais on va bien aujourd'hui. J'habite dans une petite ville universitaire. Mon complexe d'appartements est à distance de marche du quartier des Bars, centre-ville. Une nuit de semaine, je suis sorti sur le porche avant pour fumer 1 ou 2 cigarettes. J'étais debout tard à réviser. J avait apporté mon manuel avec moi et je m'étais allongé sur les marches en fumant. Une fille que je n'avais jamais rencontrée avant mais qui habitait un appartement plus loin au rez-de-chaussée rentrait du centre-ville. Elle était seule et on voyait à sa démarche qu'elle avait bu. Elle est entrée dans son appartement et a à peine fermé la porte que un type sorti de nulle part a frappé à sa porte. Elle a ouvert et j'ai remarqué qu'il s'est présenté, ce qui était bizarre parce qu'il était genre 2h30 du matin, qui vient chez une fille au hasard à cette heure-là. Donc j'ai décidé de rester dehors et de faire attention. Ils ont fini par parler plus de 10 minutes. Elle a admis plus tard à quel point la situation était bizarre. Mais elle ne savait pas comment mettre fin à la conversation. Il faisait les trucs les plus flippants, comme tendre la main pour caresser ses cheveux au moins 3 fois, et il essayait de se rapprocher lentement d'elle à la porte. J ai fait en sorte d'être bruyant avec mon manuel pour qu'il sache que J était là. Et il a disparu aussi mystérieusement qu'il était venu. On a appelé les flics, et quelques jours plus tard, ils nous ont fait asseoir avec un dessinateur pour faire un portrait robot. Dès que le portrait a été diffusé, les appels ont afflué. Le type S est avéré être un violeur en série qui suivait des filles seules, rentrant des bars, et se faisait passer pour un taxi en leur proposant une course. Cette fille a eu de la chance parce qu'elle habitait si près des bars que il n'a pas eu le temps de faire son numéro de taxi. J'ai utilisé Craigslist une seule fois dans ma vie. Et cette unique fois m'a laissé un très mauvais goût en bouche. Voici pourquoi. Le type avait posté une annonce pour une table de ping-pong que je voulais acheter pour mon coloc et moi. On
On a fixé un horaire pour que je vienne la chercher ce soir-là. J'ai dû enlever les sièges arrière de mon camion pour que ça rentre. Je me suis garé devant la maison du type et je lui ai envoyé un texto. Je suis là. Et j'ai vu la porte s'ouvrir. Alors je suis sorti de mon camion et je ai fait une petite marche rapide jusqu'à sa porte entrée pour le saluer. J'ai tendu la main pour serrer la sienne, mais je ne pense pas qu'il ait vu mon bras. Donc après quelques secondes gênantes, j'ai rabaissé ma main. Il m'a dit d'une voix grave de fumeur de le suivre au sous-sol. Toute la maison avait une odeur distincte, pas exactement mauvaise ou inquiétante, juste une odeur de coton fumé. Il est arrivé au sous-sol et il y avait la table de ping-pong pile au milieu de la pièce. Soudain, il a dit « Oh zut, je dois trouver les raquettes ». Alors il est remonté les escaliers et m'a dit d'attendre là. J'ai attendu un moment en bas, en supposant qu'il avait égaré les raquettes et avait du mal à les trouver. J'ai commencé à fouiner un peu dans son sous-sol, à regarder ses photos et tout. C'était bizarre. Il avait des photos encadrées sur les meubles, mais c'était toutes des photos de lui seul, pas de famille. Il y en avait une où il était au moins avec un chien, mais c'était à peu près tout. Disons 10 minutes sont passées et j'étais toujours coincé à attendre en bas, alors j'ai fouiné encore plus. Il y avait une arrière-salle buanderie-stockage dans son sous-sol que j'ai commencé à observer. Pour une raison quelconque, il y avait un tiroir de son bureau d'utilité qui était entrouvert. Je l'ai ouvert complètement et ça a révélé de vieilles photos Polaroid, mais ces photos étaient horribles et dérangeantes. C'était tout dans des photos d'étoque une fille ligotée sur une chaise avec la bouche couverte de scotch. Il y avait aussi des dossiers jaunes empilés à côté des photos étiquetés de A à Z. Je n'ai pas eu le courage de ouvrir les dossiers pour voir ce que ça il y avait dedans. J ai sorti mon téléphone pour prendre des photos du contenu du tiroir et prévoir de les envoyer à mes amis immédiatement, mais je n'avais pas de réseau en bas. Il était définitivement temps de partir. Je suis remonté en courant vers la porte en haut des escaliers, mais mon cauchemar ne faisait que commencer. La porte était verrouillée dès que J ai essayé la poignée. Puis J ai entendu la voix grave et rauque de L, homme de L, autre côté de la porte. Il s'excusait, disant que la porte S était verrouillée par accident et qu'il allait chercher la clé tout de suite. Je n'ai pas dit un mot en réponse. J'ai examiné le trou de la serrure de près, je suis redescendu aux escaliers jusqu'au bureau d'utilité de l'homme. J.A. ait pris 3 tournevis de tailles différentes et J.R. ait essayé chacun dans le trou de la serrure. Le plus petit tournevis rentrait dans le trou rectangulaire, me permettant de le tourner juste assez pour déverrouiller et ouvrir la porte. Je ne me suis pas arrêté pour regarder autour de moi. Je suis juste sorti en courant jusqu'à ma voiture. Je n'ai pas regardé en arrière la maison, je suis allé directement au poste de police, le plus proche. Je leur ai montré les photos, donné l'adresse, dit où trouver les photos, et ça a suffi pour qu'ils commencent leur enquête. Quelques jours plus tard, J a eu toutes les infos. Les Drown Hommes faisaient partie d'un réseau de pornographie enfantine sur le Deep Web. C'est comme ça qu'il gagnait sa vie apparemment. Pourquoi il a décidé de m'enfermer dans son sous-sol? Ça me dépasse. Je n'ai aucune idée de ce qu'il comptait me faire, mais clairement ce n'était rien de bon. J'ai fait du babysitting pendant mon adolescence. À 14 ans, je gardais un garçon de 6 ans nommé Cody. Une fois que ses parents sont partis, ont laissé peu d'instructions, commander une pizza pour le dîner et ne pas le laisser entrer dans leur chambre. Ils ont aussi laissé un commentaire intéressant. Cody a tendance à agir différemment des autres enfants et il parle tout seul ou à son ami imaginaire, surtout quand il joue avec ses jouets. C'était le milieu de l'après-midi. Il pleuvait des cordes dehors. Je regardais une vieille émission Wipeout qui passait à la télé au début des années 2000. Cody était par terre en train de jouer avec ses jouets éparpillés dans le salon. Cody utilisait sans cesse le nom Agnès. Il faisait comme s'il jouait avec un autre enfant, assis devant lui. Un de ses jouets qui était de L, autre côté de la pièce S, est activé tout seul. Je L est trouvé bizarre parce que C était un de ces petits cubes avec une manivelle que tu tires vers le bas et un fondé écran de course simulé qui apparaît. C'était le genre de jouet qui demande un effort pour s'activer, et il s'était activé tout seul. J'ai demandé à Cody comment c'était possible. Il m'a regardé et a dit « Agnès y joue ». Je dois admettre que c'était un peu dérangeant de l'entendre dire ça. J'ai ramassé le jouet et je l'ai éteint.
Ce soir-là, dans la dernière heure avant le retour de ses parents, Ji-Hyo était dans la salle de bain en train de me laver quand il y a eu un coup à la porte. « Cody ?» j'ai dit. J'ai ouvert la porte. Cody n'était pas là. J'ai regardé dans le couloir pour Cody. Une des portes au bout du couloir a commencé à s'ouvrir lentement, vraiment lentement. J ai éteint les lumières de la salle de bain et je suis entré dans la chambre en pensant voir Cody qui jouait à me faire peur. Au lieu de ça, Cody était assis sur le lit dans le coin éloigné de la pièce et me regardait. Je lui ai demandé qui avait ouvert la porte. « Agnès », qu'il a dit, complètement flippé maintenant. Je suis allé chercher Cody sur le lit et je l'ai emmené au salon où J ai passé le reste de mon service jusqu'au retour de ses parents. Je n'ai mentionné aucune des choses bizarres qui se sont passées, mais quand ils m'ont recontacté quelques semaines plus tard pour regarder Cody, je ne les ai jamais rappelées.